Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle. Question-réaction, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à 19 jours de la présidentielle. On va évidemment dans un instant parler et de votre programme et de la situation ouverte par la guerre en Ukraine. Mais d'abord, votre réaction à la mort cette nuit d'Ivan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, après 3 semaines de coma suite à son agression en prison. C'est un assassinat. Et évidemment, il faut respecter le deuil de la famille et des proches. Et il faut aujourd'hui ouvrir, parce que ça n'a pas été fait dans les derniers mois, ça n'a pas été fait dans les dernières années, une nouvelle relation entre la Corse et l'État français, une relation qui s'inscrit dans le dialogue, dans le respect, comme d'ailleurs le souhaitait le préfet Erignac. Il va falloir que le prochain quinquennat soit ce quinquennat où on discute de cette autonomie de plein exercice, de plein droit de la Corse, avec de nouvelles compétences, pour éviter ces drames terribles qui ont marqué l'histoire de la Corse et de l'État français. Craignez-vous une reprise des violences en Corse à la suite de la mort d'Ivan Colonna ? Il faut véritablement espérer que ça n'arrive pas. J'appelle au calme, évidemment. J'appelle au calme parce que les images que nous avons vues ces derniers jours sont terribles. Elles sont terribles. Et ça, c'est une grande responsabilité aujourd'hui pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Ils ont beaucoup traîné. Emmanuel Macron a perdu l'opportunité, avec la nouvelle majorité politique en Corse, dirigée par Gilles Séméoni, d'ouvrir ce dialogue. Il y a une majorité très large en Corse aujourd'hui pour un statut d'autonomie. D'ailleurs, ce statut d'autonomie, vous le savez, a été soutenu par Région de France, par l'ensemble des régions de France. Ils y sont venus la semaine dernière. Ça y est, Gérald Darmanin a dit on peut aller jusqu'à l'autonomie. Ce qui est terrible dans ce quinquennat, c'est que le président de la République et son gouvernement ont bougé à chaque fois qu'il y a eu des violences. Ils n'ont jamais anticipé, ils n'ont jamais réglé les problèmes quand ils se posaient de manière un peu calme. Ils ont toujours attendu les violences pour commencer à bouger. Et ça, c'est aussi un constat d'échec, de ne jamais rien anticiper et donc de toujours réagir quand les crises sont là et qu'elles sont brutales. Venons-en à l'Ukraine. Cela fait presque un mois jour pour jour qu'a débuté cette guerre. Cette semaine, jeudi et vendredi, se succéderont un sommet du G7, un sommet de l'OTAN, un conseil européen. Hier soir, les 27 ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont acté, on appelle ça la boussole stratégique, la création à terme d'une force militaire de déploiement rapide de 5000 hommes en Europe. Est-ce suffisant ? Est-ce un premier pas que vous saluez, Yannick Jadot ? C'est un premier pas indispensable. Quand on voit l'instabilité de notre environnement immédiat, quand on sait à quel point les États-Unis se sont retirés des affaires du monde, il nous faut une grande politique européenne étrangère pour peser, et pour avoir une grande politique étrangère, il nous faut une politique de défense. Donc évidemment, c'est un pas qui est important. Mais aujourd'hui, la réalité par rapport à l'Ukraine, c'est, puisque on a décidé, et c'est logique et c'est légitime, que les pays de l'OTAN n'entreraient pas en guerre contre la Russie, des puissances dotées de l'arme nucléaire contre une puissance dotée de l'arme nucléaire, il faut tout faire. Tout le reste, il faut le faire. Et tout le reste, ça veut dire évidemment aujourd'hui imposer un embargo sur le gaz et le pétrole russe. C'est la seule mesure aujourd'hui qui est à la hauteur des souffrances du peuple ukrainien. C'est la seule mesure à la hauteur des crimes de guerre perpétrés tous les jours par Vladimir Poutine. Yannick Jadot, vous dites qu'il faut un embargo tout de suite sur le pétrole et le gaz. Ça va être discuté dans ces sommets du G7 et de l'OTAN qui vont avoir lieu jeudi et vendredi. Jean-Luc Mélenchon dit qu'un tel embargo serait une aberration. Pourquoi, s'il vous plaît, ferions-nous ça ? Pourquoi Total devrait-il se retirer de Russie ? Je trouve ça assez facile d'aller dire on peut grelotter à la maison, c'est mieux que de trembler devant les Russes. Ce sont les gens qui n'ont jamais grelotté de leur vie qui parlent comme ça. Écoutez, moi j'entends que Jean-Luc Mélenchon, depuis longtemps, a démissionné sur ce dossier. Qu'effectivement, au fond, il dit qu'il faut tout faire pour obtenir un cessez-le-feu et la paix. Mais en fait, dans sa bouche, tout faire, c'est ne rien faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut parfaitement garantir le confort des Françaises et des Français, tout en étant actif à la hauteur des crimes de guerre qui sont perpétrés. Il ne faut jamais oublier que ce qui se joue en ce moment dans la guerre en Ukraine, c'est pas simplement 10 millions d'Ukrainiens en exode, 3 millions de réfugiés en dehors de
de l'Ukraine et ça va augmenter. C'est pas simplement des hôpitaux, des théâtres bombardés. C'est la sécurité, la paix et la démocratie en Europe. Et donc on a du gaz jusqu'à l'hiver prochain. On a du gaz jusqu'à l'hiver prochain. Moi, je demande la mise en place d'un acheteur européen unique de gaz, comme on a fait sur les vaccins, pour se donner les moyens de notre approvisionnement. Je demande qu'on réunisse, qu'on mette autour de la table tous les acteurs du bâtiment et qu'on priorise les travaux de rénovation sur tous les bâtiments privés, publics, justement qui fonctionnent au gaz. Mais on ne va pas grelotter si on décide en fin de semaine l'embargo total sur le pétrole et le gaz. L'hiver prochain, on ne va pas grelotter? Non, on va trouver, on est capable. Nous sommes une des économies. L'Europe, c'est l'économie la plus puissante du monde. Ne serait-ce que, vous savez, on a plein de projets d'énergie renouvelable, ce qu'on appelle dans la file d'attente. C'est-à-dire qu'au fond, ils ont passé toutes les épreuves. Ces projets. Ils n'attendent plus que l'autorisation. Si on les met en place, on économise déjà un tiers du gaz qu'on a besoin pour l'électricité. On peut, je l'ai dit, on peut prioriser nos travaux, faire en sorte que... Et on peut... Enfin, franchement, si à un moment donné... L'enjeu, c'est de réduire de 10 km/h, comme le recommande l'Agence internationale de l'énergie, notre vitesse sur les autoroutes, de faire en sorte qu'on s'organise un peu différemment. Et ça sauve l'Ukraine, et ça sauve les Ukrainiennes et les Ukrainiens, et ça évite des gamins qui sont rapatriés dans les hôpitaux en France parce qu'ils ont le cancer et qui ne peuvent plus être soignés en Ukraine. Je pense que ça peut faire partie de l'effort que nous pouvons consacrer. Et en plus... développer les énergies renouvelables, qui sont les seules énergies de paix et de sécurité. Mettre le paquet sur les passoires énergétiques des Françaises et des Français, c'est les aider durablement. C'est le vrai moyen pour le pouvoir d'achat et pour les économies d'énergie. Et franchement, quand je vois ce gouvernement qui continue à soutenir Total, donc j'affirme qu'il est complice des crimes de guerre qui sont faits en Russie. Total a pleinement connaissance de l'oligarchie que ces revenus développés en Russie génèrent. On est en train de soutenir des crimes de guerre en Ukraine. Renault qui vient de relancer ses usines en Russie. Est-ce qu'on peut arrêter ce cynisme absolu? Ils vous diront c'est des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois. Vous connaissez la réponse. On peut toujours trouver toutes les raisons. Et le patron du MEDEF dit on suit la politique. C'est la politique, c'est le politique qui décide. Mais vous avez parfaitement raison. Et là, Total a le droit, selon le politique, de rester. Mais vous avez parfaitement raison. Mais qui a aidé Total à être en Russie? Sinon Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui a fait financer les projets de Total, y compris par des banques chinoises, pour contourner les sanctions américaines. Emmanuel Macron, président de la République en 2018, il signe avec son ami Vladimir Poutine, puisqu'il le tutoie. Il signe 2 contrats en 2018. Le contrat de Total et le contrat d'Orpea, les EHPAD privés qui spéculent sur la fin de la perte de dignité de nos aînés. Eh bien, à partir du moment où Emmanuel Macron est capable de signer des contrats pour favoriser la présence de Total, il est capable d'exiger de Total le retrait de Russie. Eh bien oui, j'ai des concurrents dans cette campagne présidentielle qui soutiennent Total, qui soutiennent le gaz russe, qui soutiennent de tout faire pour la paix, mais qui est surtout de ne rien faire pour la paix. Eh bien, je trouve ça indécent au regard de ce qui se passe en Ukraine. On peut protéger les Français. J'ai des mesures pour protéger les Français. Un chèque énergie de 400 € sur les plus vulnérables. Développer le covoiturage, 1 000 € pris en charge par les entreprises, 1 000 € par an. Donc on peut aider les Français et on peut faire en sorte d'être à la hauteur de ce rendez-vous dramatique et historique de la guerre menée par Poutine en Ukraine. La Belgique, Yannick Jadot, a décidé vendredi dernier de repousser de 10 ans sa sortie du nucléaire avec la guerre en Ukraine. Est-ce que vous revoyez votre propre calendrier et notamment l'idée d'arrêter 10 réacteurs d'ici 2035 ? Est-ce à la fois réaliste et est-ce vraiment le moment, tout simplement ? Vous avez eu un reportage ce matin dans votre journal autour des centrales nucléaires en Ukraine, qui disent à quel point c'est dangereux, une centrale nucléaire. On a en Ukraine Tchernobyl. Et donc moi j'ai toujours dit que je serais extrêmement pragmatique sur la fermeture des réacteurs nucléaires. Je veux miser sur les économies d'énergie et l'isolation des logements
pour le pouvoir d'achat des Français. Je veux déployer les énergies renouvelables et on sera pragmatique sur la sortie du nucléaire. Mais être pragmatique, c'est pas de dire ce matin à ce micro, de dire on décale le calendrier. Non, parce que on garde le nucléaire et on en a besoin. Est-ce que c'est pas être pragmatique de dire ça ? Parce que en fait, le problème qu'on a, c'est que vous le savez, dans notre pays, on a 13 réacteurs nucléaires qui sont déjà à l'arrêt parce qu'ils sont vieillissants. Le projet d'Emmanuel Macron, c'est de construire de nouveaux réacteurs pour 2040-2045. 2040-2045, ça ne résout rien de nos problèmes d'aujourd'hui. Ni le pouvoir d'achat, ni notre dépendance au gaz russe, ni la question climatique qui, pour moi, reste un sujet central. Et donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est déployer les énergies renouvelables. Je l'ai dit, ce sont des énergies de paix et de sécurité. Ce sont des entreprises sur nos territoires. Ce sont des emplois. Et puis franchement, plutôt que de dépendre de l'uranium importé du Kazakhstan ou de l'Ouzbékistan sous tutelle russe, il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays, mais il y a aussi, notre principal fournisseur aujourd'hui, c'est le Kazakhstan. Et vous savez qu'en ce moment, ce que fait le gouvernement français, vous avez une entreprise française qui fabrique les turbines nucléaires. Une entreprise française. Et vous savez ce qu'on est en train de faire ? On est en train d'autoriser Rosatom, le géant russe d'État du nucléaire, à prendre 20% des actions dans cette entreprise française. Vous voyez dans quel cynisme, dans quelle complaisance, dans quelle confusion nous sommes du point de vue de nos relations internationales. Eh bien oui, on remettra un peu d'exemplarité, on remettra de l'éthique et on remettra nos valeurs au cœur des politiques publiques. Vous avez présenté, Yannick Jadot, hier vos propositions sur l'école. Vous voulez notamment une grande conférence de consensus pour remettre à plat tous les sujets de discorde et d'affrontement sur la question scolaire. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Vous voulez notamment rompre avec une culture de l'apprentissage intensif et de l'évaluation permanente et valoriser davantage des apprentissages pratiques dont notre société a besoin, oui. Dites-vous, et vous citez le jardinage, le bricolage ou la cuisine. Est-ce vraiment de cela dont l'école a besoin aujourd'hui, ou d'apprentissages fondamentaux véritablement appris et véritablement partagés par tous ? Mais vous savez, la France, par rapport à tous nos voisins, est le pays où on place le plus de temps sur les savoirs fondamentaux. Le grand succès dont je veux m'inspirer pour cette conférence de consensus, c'est la Finlande. Et au fond, au début, dans l'éducation, parce qu'on sait que les premières années sont essentielles, il y a évidemment de l'apprentissage fondamental, mais il y a aussi comment un enfant s'épanouit. Il s'épanouit aussi dans la nature, il s'épanouit dans la culture, il s'épanouit dans le sport, il s'épanouit dans la coopération, il s'épanouit dans l'ensemble des apprentissages. C'est comme ça aussi qu'on construit, qu'on aide à construire des enfants qui sont à l'aise dans la vie, des enfants qui prennent confiance en eux. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, le fait de concentrer à ce point les journées... Vous savez, je discute avec tous les responsables de syndicats d'enseignants. Mais ils sont d'accord avec votre proposition de réduire d'une semaine les vacances scolaires ? Ils sont d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, les gamins, quand ils partent, parfois ils se lèvent à 6 heures pour prendre un bus à 7 heures. Ils ont un cartable qui pèse 5-8 kilos. Et ils reviennent épuisés de leur journée. Et ils savent que ces conditions sont encore plus dures pour les familles fragiles, pour les familles les plus en difficulté. Eh bien oui, étendre un peu les journées, avoir accès à d'autres types d'activités, c'est ça que je veux mettre en débat. Mais d'abord, il faudra réparer l'institution. Et les savoirs fondamentaux, et le français, et les maths. Mais bien sûr, il ne s'agit pas du tout de sortir des savoirs fondamentaux. Il s'agit d'élargir nos cultures. Quand je parle par exemple, de prendre sur l'année, imaginons que plutôt que d'avoir une semaine de vacances dans l'année, vous partiez une semaine de sport en plein air et de découverte de la nature. Aujourd'hui, il n'y a plus assez d'enseignants, il n'y a plus assez de moyens dans l'école pour que nos gamins fassent des classes vertes, pour qu'ils fassent un voyage en Europe. Vous vous souvenez, je suis certain, les meilleurs souvenirs qu'on a de l'école, c'est quand on a fait ces classes vertes, c'est quand on a fait une semaine à la mer, ou une semaine à la montagne, ou une semaine dans un autre pays européen. Et c'est pas simplement parce que c'était l'école buissonnière, c'est parce qu'on y a trouvé un épanouissement. Mais d'abord, 65 000 recrutements dans l'éducation parce qu'on est en sous-effectif, et puis augmenter les salaires
de 20%. C'est la condition préalable à toute discussion collective. Donc vous ne les augmentez pas au mérite, comme l'a proposé Emmanuel Macron, qui donc souhaite augmenter les professeurs, mais sous réserve qu'ils acceptent de nouvelles missions. Vous savez ce qui est terrible ? Ce qui est terrible, c'est que je n'ai pas entendu le président de la République remercier l'ensemble de la communauté éducative sur ce qu'ils avaient vécu ces dernières années. On sait que ça fait des années. Macron a maltraité l'école. Pendant toute la période de Covid, notamment, qui se poursuit, les enseignants et tous les personnels ont été héroïques. Il n'a pas eu un mot pour les remercier. Ce qu'il leur dit, c'est que s'ils veulent gagner un peu plus, il va falloir travailler un peu plus. Il n'est pas question d'augmenter la charge de travail des enseignants. Ils sont déjà hommage, à 42 semaines. Il a rendu ils sont hommage déjà à 42 heures par semaine. La question, c'est encore une fois, de réparer l'école. Et une fois que nous aurons réparé l'école, nous pourrons ouvrir ce débat sur les méthodes et que ce ne soit pas simplement des savoirs fondamentaux, mais aussi des savoir-faire. Il a distingué, se basant sur un rapport de la Cour des comptes, les professeurs qui, pendant le Covid, se sont démenés pendant que d'autres ont disparu du circuit. Mais oui, il y a voilà toujours cette façon chez lui de maltraiter une partie des gens, de les stigmatiser. On a compris que ceux qui avaient eu des carrières longues, ceux qui avaient eu les carrières les plus difficiles, qui ont les plus gros problèmes de santé au travail, devront travailler davantage. On a compris que les bénéficiaires du RSA étaient des fainéants, des assistés, voire, comme le dit le Secours catholique, des délinquants, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent des travaux d'intérêt général. Et bien cette division de la société au profit des plus riches et toujours au détriment des plus fragiles et des plus pauvres, cette division de la société, je la rejette. Moi, je veux rassembler avec de la justice sociale autour de l'écologie. Allez, la parole à Claude au Standard de France Inter. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci pour votre discours. Je voulais vous poser une question parce que je suis un peu inquiet. Est-ce que la guerre en Ukraine peut tout autoriser ou tout excuser ? Dans ce que j'entends, on s'apprête à réutiliser certains pesticides dans l'agriculture, on s'apprête à arrêter les achères pour, soi-disant, combler au manque de blé ukrainien, alors que le blé ukrainien, ça fait longtemps qu'il a été cultivé, ramassé dans nos silos. Donc c'est une excuse. Je suis très inquiet de tout ça parce qu'on avait mis de bonnes mesures écologiques en place et c'était peu nombreuses déjà et j'ai l'impression qu'elles vont voler en éclats. Merci beaucoup Claude pour cette question. Emmanuel Macron a confirmé qu'il faudrait en effet produire plus, que la stratégie agricole européenne devait être revue à l'aune de la guerre en Ukraine. Que répondez-vous Yannick Jadot à notre auditeur ? Est-ce qu'il faut revenir sur le verdissement de la PAC, sur les terres mises en jachère ? C'est terrible, ces annonces du président de la République. On a effectivement aujourd'hui un problème sur les marchés internationaux de spéculation. Et des risques de famine en Afrique du Nord, il faut le dire. Vous avez ouragan de famine. Hein. Vous avez parfaitement raison. Il va nous manquer aujourd'hui à peu près 100 millions de tonnes de céréales potentiellement. On a 500 millions de tonnes stockées dans le monde. 500 millions de tonnes stockées dans le monde. La réponse, c'est d'utiliser les stocks pour effectivement calmer les cours des céréales, mais en aucun cas c'est de revenir sur la durabilité de l'agriculture. Vous savez, il faut produire plus. C'est ce que nous a dit Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, qui était à ce micro la semaine dernière. Il dit, dans ce nouveau contexte, répondez sur ça. Oui, il faut produire plus. C'est pour ça qu'il faut arrêter les terres en jachère et c'est pour ça peut-être qu'il faudrait utiliser plus de pesticides. De toute façon, sous le quinquennat Macron, on a utilisé de plus en plus de pesticides. Vous savez qu'il est revenu sur le glyphosate, sur les néonicotinoïdes. On n'a jamais utilisé autant de pesticides que sous le quinquennat Macron. Vous savez, l'agriculture qu'il défend, il l'a dit d'ailleurs, il l'assume, c'est robotique et génétique. Il veut remplacer les paysans par des machines et il veut remettre les OGM en agriculture et enlever toutes les contraintes environnementales. Ce modèle agricole que défend Emmanuel Macron, vous le savez, notre élevage industriel, il est nourri grâce au soja qui est cultivé au Brésil notamment, et on détruit l'Amazonie et le climat pour cultiver ce soja. Et ben moi, je veux la souveraineté alimentaire. Donc l'Ukraine ne change rien, c'est ça Il ne faut pas produire plus. Mais au contraire, il faut pas produire ce que plus. nous rappelle l'Ukraine, c'est qu'il ne faut pas une agriculture avec ce prisme de la mondialisation permanente. Parce que sous ce prisme de la mondialisation permanente, ça tue les souverainetés alimentaires de tous les pays. Mais quand on a un pays comme le Maroc qui risque d'avoir une famine l'année prochaine, est-ce qu'il ne faut pas produire plus pour peut-être lui donner ? Non, parce que ça va pas suffire. Ce qu'il faut, c'est déstocker. Ce qu'il faut, c'est que les céréales, notamment, n'aillent plus vers les carburants. Il faut que les céréales aillent vers l'alimentation
humaine. On a des dizaines de millions de stocks de céréales. Il faut déstocker ces céréales pour calmer les marchés qui sont hautement spéculatifs. Retour au standard où nous attend Mathias. Bonjour. Oui, bonjour Mathias. Écoutez, vous parlez c'était pas ma question, je suis désolé, mais je suis apiculteur en fait, donc vous parlez de la production des céréales et des pesticides. Moi, c'était juste pour donner une petite parenthèse, comme quoi beaucoup d'apiculteurs aussi, du fait que je sois apiculteur, ne dénoncent plus les problèmes qu'il y a avec les abeilles. Ça, c'est un grave danger qui se passe. Plus personne ne dit rien. Moi, je vous le dis, les apiculteurs ne disent plus rien quand il y a des contaminations. Ça, c'est très grave. Ça, c'était donc le premier point. En aviez-vous un second ? Oui, alors, moi, si vous voulez, c'était juste que, en fait, je vote plus depuis deux quinquennats, on dit. Voilà, là, je suis prêt à revoter. Mais je suis inquiet de voir en fait, si vous voulez, les divergences qu'il y a à gauche, alors que moi, j'ai plus une tendance à être à gauche. Moi, je voulais savoir, Monsieur Jadot, si en cas de deuxième tour, Mélenchon-Macron, est-ce que vous votez Macron ou vous votez Mélenchon? Voilà. Merci Mathias pour cette question. Yannick Jadot vous répond. Alors, sur les abeilles, monsieur a parfaitement raison. Il y a un effondrement de la biodiversité et effectivement, cet effondrement de la biodiversité, il est notamment lié à un système qui dépend des engrais azotés de Russie et qui dépend des drames des pesticides. Et donc, il faut continuer à rendre durable l'agriculture. C'est comme ça qu'on sauvera nos paysans et la biodiversité. Alors, moi, je fais une campagne pour l'instant. Mon objectif, c'est le premier tour. Et monsieur, vous avez raison sur la biodiversité. Vous savez combien l'enjeu du climat est un enjeu absolument déterminant. Vous savez combien toutes les dépendances aux énergies fossiles ont construit les complaisances politiques que l'on connaît vis-à-vis de la Russie et des dictateurs. Donc, monsieur, je vous invite, comme l'ensemble des auditrices et des auditeurs, si vous voulez qu'on protège les forêts, les océans, si vous voulez qu'on protège la vie, si vous voulez que, à travers ce projet-là, on ait plus de justice sociale, d'innovation économique, qu'on ait plus de démocratie dans notre pays, eh ben c'est le vote écologiste qu'il faut choisir, monsieur. Parce que ça, c'est un vote de choix, c'est un vote positif, c'est un vote pour construire la société dont on a tellement besoin. Rémi, donc, monsieur, on verra le second tour, mais pour le premier tour, ne vous trompez pas. Rémi, dans le droit fil de la précédente question, petit exercice d'arithmétique politique. Je partage 90% de vos propositions, je partage 70% des propositions de Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, je m'apprête à voter pour lui pour avoir une chance de voir 70% de mes idées gagnées. Commentaire ? J'entends le vote utile, Ouais, mais voilà. le vote utile, pourquoi? J'ai dit ce qu'était le vote de l'écologie. C'est le vote de la vie, c'est le vote de la jeunesse, c'est le vote qui va remettre notre pays et lui faire écrire une belle nouvelle page de son histoire. Moi, le vote utile, c'est le vote aussi où chaque être humain a droit aux mêmes libertés, à la même démocratie. Et ça, que ce soit à Kiev, à Moscou, ou pour les Ouïghours, ou à Pékin. Et vous savez... Mon mouvement politique, il commence par Europe. Et pour moi, c'est un sujet essentiel. J'entends bien les propositions des uns et des autres. Mais au fond, mon projet, c'est pas l'effondrement de l'Union européenne ou son affaissement. Je suis convaincu que dans ce moment historique que nous vivons, on a besoin de cette Europe. Il faut la transformer. Mais pensez le rapport aux dictatures, pensez le rapport aux puissances économiques de l'ensemble du monde, pensez la lutte pour le climat, la lutte pour la biodiversité, un modèle social fort, la défense de la démocratie. Eh ben ça, c'est l'Union européenne. Eh ben moi, je me projette. Vous savez, la France, c'est ma maison, mais l'Europe, c'est mon village. Et je peux pas ne pas me projeter dans l'avenir avec l'Union européenne. C'est pas le cas d'autres candidats. Dernière toute petite question. Votre lien avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que vous êtes les deux seuls candidats à ne pas avoir été invités par la Fédération nationale des chasseurs qui fait passer sur leur grand oral aux différents candidats. Vous êtes dégoûté de ne pas être invité? Vous savez, non, enfin, oui et non. Si vous voulez, j'entends le patron de la Fédération de chasse dire que j'ai du sang sur les mains. Il préfère inviter Zemmour et Le Pen qu'un écologiste. Ça en dit long aujourd'hui sur la perspective de ses représentants, auxquels j'associe pas l'ensemble des chasseurs. Ma seule mesure, l'interdiction de la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires, pour que les familles, tout le monde puisse profiter de la nature en sécurité. Merci. Si les chasseurs ne veulent pas entendre ça, c'est dommage. Merci Yannick Jadot d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Il est 8h47.